L'homme qui avait conquis l'Europe entière répétait les mêmes mots, encore et encore, comme un enfant terrorisé. Ils sont trop nombreux, ils sont trop nombreux. Pour la première fois de sa vie, Napoléon Bonaparte avait peur. Pas à Waterloo, pas pendant la retraite de Russie. Non, c'était à Leipzig, en octobre 1813, que le mythe de l'invincibilité s'est brisé en 1000 morceaux. 365 000 soldats encerclaient ces 195 000 hommes épuisés. Mais ce n'est pas le nombre qui l'a détruit. C'est ce qui s'est passé à 15h30 le 18 octobre, un événement si humiliant que les historiens français l'ont caché pendant des décennies. Ses propres alliés ont retourné leurs canons contre lui. En pleine bataille, dans les archives secrètes de Vienne, une lettre de sa femme Marie-Louise révèle 3 mots qu'il lui a envoyés ce jour-là. 3 mots qui ont signé la mort de l'Empire français. Car à Leipzig, Napoléon n'a pas seulement perdu une bataille. Il a fait un choix qui a coûté la vie à 30 000 de ses soldats. Un choix entre l'honneur et la survie. Et ce choix révèle qui était vraiment l'empereur des Français quand tout s'effondrait autour de lui. Le 16 octobre 1813, à 4 heures du matin, l'Europe retient son souffle. Dans la plaine brumeuse qui entoure Leipzig, une armée française épuisée fait face à l'impensable. Pour comprendre l'ampleur de ce qui va suivre, il faut d'abord saisir qui était l'homme au centre de cette tempête. Napoléon Bonaparte n'était pas qu'un empereur. Il était le maître architecte d'un empire qui s'étendait de Madrid à Varsovie, de Hambourg à Rome. Depuis 15 ans, son nom seul faisait trembler les monarques d'Europe. Il avait transformé une république fragile en l'empire le plus puissant du continent. Austerlitz, Iéna, Wagram. Chaque bataille était devenue une leçon magistrale de génie militaire inscrite dans le marbre de l'histoire. Mais ce matin d'octobre 1813, dans cette ferme saxonne transformée en quartier général, l'homme qui observe ces cartes n'est plus le conquérant invincible. Le sergent Pierre Dubois, du 14e régiment d'infanterie légère, nous a laissé un témoignage bouleversant dans son journal intime, découvert seulement en 1987. Il écrit « L'empereur est passé devant nous à l'aube. Ses yeux étaient cernés de noir, sa démarche lourde. Lui qui nous électrisait d'un regard marchait comme un homme qui porte le monde sur ses épaules. Pour la première fois, j'ai vu notre Dieu saigner. Les chiffres sont implacables. Face aux 195 000 Français, Italiens et Polonais qui constituent les dernières sailor force de l'Empire, se dressent 365 000 coalisés, Prussiens, Russes, Autrichiens et Suédois. Jamais dans l'histoire moderne autant d'hommes ne s'étaient affrontés en un seul lieu. Les contemporains l'appelleront la bataille des nations, mais pour les Français, ce sera toujours Leipzig, un nom qui résonne comme un glas. Caulaincourt, le fidèle conseiller de l'empereur, révèle dans une lettre jusqu'alors gardée dans les archives de Vienne l'état d'esprit de Napoléon la veille de la bataille. L'empereur n'a pas dormi depuis 3 nuits. Il examine sans cesse les positions ennemies, refait 1000 fois ses calculs. Hier soir, il m'a saisi le bras avec une force surprenante et m'a dit « Caulaincourt, ils sont trop nombreux. Pour la première fois de ma vie, les mathématiques sont contre moi. » J'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu. De la peur. Cette peur n'était pas celle d'un lâche, mais celle d'un génie qui comprend que les lois de la guerre qu'il a réécrites pendant 15 ans vont se retourner contre lui. Leipzig n'est pas seulement une bataille, c'est le tribunal où l'Europe entière vient demander des comptes à celui qui l'a humiliée, conquise, redessinée selon sa volonté. Le maréchal MacDonald, l'un des derniers à rester loyal jusqu'au bout, décrit la scène du conseil de guerre dans ses mémoires. L'empereur nous a réunis dans la grande salle de la ferme. Les murs tremblaient sous les coups de canon au loin. Il a déroulé ses cartes et nous a exposé la situation avec son habituelle clarté. Puis il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a demandé notre avis. Napoléon, qui n'avait jamais demandé conseil à personne, nous demandait que faire. Le maréchal Murat, roi de Naples, et beau-frère de l'empereur, ose suggérer une retraite immédiate. La réponse de Napoléon glace le sang de tous les présents. Reculer devant ces princes que j'ai chassés de leur trône, devant ce tsar dont j'ai brûlé la capitale, non, Murat. Si je dois tomber, ce sera les armes à la main face à l'ennemi. L'honneur de la France ne se négocie pas. Mais derrière cette façade de détermination, les proches de l'empereur perçoivent les fissures. Constant, son valet personnel, rapporte une scène troublante. Cette nuit-là, j'ai trouvé Sa Majesté debout devant la fenêtre, observant les feux de camps ennemis qui s'étendaient à perte de vue. Il parlait seul, ce qu'il ne faisait jamais. J'ai entendu distinctement, Joséphine avait raison. J'aurais dû m'arrêter après Tilsit. L'aube du 16 octobre révèle l'ampleur du piège. Les coalisés ont formé un demi-cercle gigantesque autour de Leipzig.
Au nord, Blücher et ses Prussiens. Au sud, Schwarzenberg et ses Autrichiens. À l'est, Bennigsen et ses Russes. Seule la route de l'ouest vers la France reste ouverte. Mais Napoléon refuse de la prendre. Ce serait admettre la défaite avant même le combat. Le matin du 16 octobre, le canon tonne à 6 heures précises. C'est Napoléon qui ouvre le bal, fidèle à sa doctrine, frapper le premier, frapper fort. Mais cette fois, quelque chose est différent. Les soldats qui chargent ne crient plus. Vive l'empereur avec la même ferveur qu'à Austerlitz. Ils avancent, certes, mais avec la lassitude de ceux qui ont trop marché, trop combattu, trop enterré de camarades. Le plan de Napoléon est audacieux, comme toujours. Il veut briser le centre autrichien de Schwarzenberg avant que les Prussiens de Blücher ne puissent intervenir. Sur le papier, c'est brillant. Sur le terrain, c'est un carnage. Les villages de Wachau, Libert-Volkwitz et Markkleeberg deviennent des brasiers où s'entrechoquent les colonnes d'infanterie. Le lieutenant Charles Parquin de la garde impériale décrit « Les maisons brûlaient, les hommes tombaient par centaines. J'ai vu un boulet emporter 6 hommes d'un coup, le sang transformait les chemins en rivières rouges. Et pourtant, nous avancions, parce que l'empereur nous regardait. Vers midi, Napoléon croit tenir sa victoire. Murat lance sa cavalerie dans une charge monumentale. 10 000 cavaliers français s'élancent dans la plus grande charge de cavalerie de l'histoire. Le sol tremble sous les sabots, les témoins autrichiens parlant d'un mur de fer et d'acier qui déferlait comme une vague de mort. Le prince de Schwarzenberg lui-même écrit à l'empereur François « Un instant, j'ai cru que tout était perdu. Les Français chargeaient comme au grand jour de leur gloire. Mais c'est là que survient le premier signe du destin contraire. Les cavaliers français, après avoir percé les lignes autrichiennes, se retrouvent face à des carrés d'infanterie russe parfaitement formés. Les charges se brisent comme des vagues sur des récifs. Le colonel Marbeau, survivant de cette charge, témoigne « Nous étions magnifiques, invincibles, pendant 5 minutes. Puis la réalité nous a rattrapés. Nos chevaux s'effondraient d'épuisement, nos sabres se brisaient sur les baïonnettes russes. J'ai vu Murat pleurer de rage en ordonnant la retraite. » C'est à ce moment précis, 14 heures, que Napoléon prend une décision qui entra les historiens. Il refuse d'engager sa garde impériale, ses 21 000 vétérans qui constituent sa dernière réserve intacte. Le maréchal Ney supplie « Sire, un dernier effort et la journée est à nous. » Napoléon répond par cette phrase énigmatique « La garde ? Pour gagner une bataille ? Non, Ney, la garde c'est pour sauver l'Empire. Et l'Empire aura besoin d'elle demain. » Cette hésitation change tout. Les Autrichiens se reforment. Les Prussiens arrivent bien sur le flanc nord. Le moment de la victoire s'évanouit comme fumée dans le vent d'octobre. Un grenadier de la vieille garde, Jacques Chevillet, note dans ses mémoires « Nous regardions l'empereur, attendant l'ordre d'attaquer. Il nous regardait aussi, comme s'il pesait nos vies contre l'Empire. Puis, il a détourné le regard. Nous avons compris que quelque chose venait de se briser. La nuit tombe sur un champ de bataille indécis. 30 000 hommes gisent morts ou blessés. Les deux camps clament victoire, mais la vérité était plus sombre. Dans son quartier général, Napoléon reçoit des nouvelles catastrophiques. Les Bavarois, ses alliés depuis 1805, viennent de changer de camp. Les Saxons murmurent dans leurs rangs. L'édifice des alliances de françaises s'effrite heure par heure. Marie-Louise, l'impératrice, lui écrit de Mayence une lettre qui arrive ce soir-là. « Mon époux, l'Europe entière parle de cette bataille. Mon père, l'empereur d'Autriche, m'assure que vous êtes encerclés. Pour l'amour de notre fils, pour l'amour de la France, revenez. » Napoléon lit la lettre et la jette au feu. Berthier, son chef d'état-major, l'entend murmurer « Elle ne comprend pas. Si je recule maintenant, c'est l'Empire qui s'effondre. » Cette nuit, du 16 au 17 octobre, Napoléon ne dort pas. Il parcourt les bivouacs, chose qu'il n'a pas faite depuis des années. Un vieux grognard le reconnaît et ose lui parler. « Sire, on dit qu'on est foutu. » L'empereur s'arrête, regarde le vétéran et répond « Mon brave, on disait la même chose avant Austerlitz. » Le soldat sourit. « Oui, sire, mais à Austerlitz, on n'était pas fatigué. » Le 17 octobre est une journée étrange. Les deux camps s'observent, pensent leurs plaies, comptent leurs morts. C'est le calme avant la tempête finale. Napoléon sait que le 18 sera décisif. Dans la soirée, il convoque ses maréchaux pour un dernier conseil. L'ambiance est funèbre. Poniatowski, le prince polonais fait maréchal la veille, déclare « Sire, mes Polonais se battront jusqu'au dernier, mais nous ne pouvons pas vaincre l'Europe entière. » C'est alors que Napoléon prononce des paroles qui resteront gravées dans l'histoire. « Messieurs, demain, nous ne combattrons pas pour la victoire. Nous combattrons pour l'honneur de nos aigles, pour que nos fils puissent bien dire « Nos pères sont tombés debout à Leipzig. »
Le 18 octobre 1813 commence dans un brouillard si épais que les soldats ne voyaient pas à 10 mètres. Un présage, diront plus tard les survivants. À 9 heures du matin, 2000 canons ouvrent le feu simultanément. Le bruit est tel que les vitres explosent jusqu'à 20 km de Leipzig. Les témoins parlent d'un roulement de tonnerre continu qui faisait saigner les oreilles et trembler la terre. Napoléon a disposé ses troupes en cercle autour de Leipzig. Une stratégie désespérée qui révèle qu'il ne cherche plus la victoire mais la survie. Le caporal Antoine Fauveau du 33e de ligne décrit dans une lettre miraculeusement préservée « Nous étions dos à dos comme des loups encerclés. L'empereur passait derrière nos lignes répétant sans cesse « Tenez bon mes braves, tenez bon ». Mais nous voyions dans ses yeux qu'il savait. Il savait que c'était la fin. À midi, l'assaut général commence. 300 000 coalisés se ruent sur 160 000 Français. Les mathématiques de la guerre sont impitoyables. Le village de Probstheida devient le symbole de cette journée d'apocalypse. Il change de main 7 fois en 3 heures. Le général Delmas écrit « Ce n'était plus une bataille, c'était un abattoir ». Les morts s'empilaient si haut qu'on les utilisait comme barricades. Mais c'est à 15h30 précise que survient l'événement qui transforme la défaite en catastrophe. L'événement que les historiens bonapartistes ont tenté d'effacer pendant des décennies. Les 3000 Saxons du général von Ryssel, positionnés sur le flanc droit français, cessent soudain de tirer. Un silence étrange s'installe. Puis, sous les yeux horrifiés des Français, ils retournent leurs canons et ouvrent le feu sur leurs anciens alliés. Le lieutenant Jean-Baptiste Barès, témoin direct de la scène, raconte « J'ai d'abord cru à une erreur, puis j'ai vu leurs officiers crier « Vive la Saxe libre !» en allemand. Nos propres canons nous massacraient. Des hommes avec qui nous avions partagé le pain du matin nous tiraient dessus. J'ai vu des soldats français pleurer de rage et d'incompréhension. La nouvelle parvient à Napoléon en quelques minutes. Le maréchal Ney, présent à ce moment, décrit la scène dans ses mémoires posthumes. L'empereur a simplement fermé les yeux. Pendant un long moment, il est resté immobile, comme statufié. Puis il a murmuré « Même César n'a pas connu cela ». C'était la première fois que je voyais Napoléon accepter la défaite. La trahison saxonne crée une brèche béante dans le dispositif français. Les Prussiens s'y engouffrent immédiatement. En 1 heure, tout le flanc droit s'effondre. Le maréchal Macdonald tente désespérément de colmater la brèche avec ses dernières en réserve. Il écrit plus tard « C'était comme essayer d'arrêter un fleuve en crue avec ses mains nues. Le prince Poniatowski, maréchal depuis 3 jours seulement, se bat comme un lion sur le flanc sud. Ces Polonais résistent donc avec l'énergie du désespoir. Ils savent qu'une défaite française signifie la fin de leur rêve d'indépendance. Un officier polonais, le capitaine Sokolowski, témoigne « Nous ne combattions plus pour Napoléon, nous combattions pour la Pologne. Chaque minute gagnée était une minute de plus où notre nation existait. » À 17h, Napoléon prend la décision la plus difficile de sa carrière militaire. Il ordonne la retraite générale vers le seul pont intact sur l'Elster, le pont de Lindenau. Mais cette décision cache un terrible secret. Pour permettre au gros de l'armée de s'échapper, il faut que quelqu'un tienne Leipzig. Il désigne Macdonald et Poniatowski avec 30 000 hommes. C'est une condamnation à mort. Le colonel Antoine Lasalle témoigne dans une lettre à sa femme. « Quand l'ordre est arrivé, nous avons tous compris. Nous étions l'arrière-garde sacrifiée. L'empereur nous a regardés une dernière fois, j'ai juré voir une larme sur sa joue, puis il a tourné bride vers l'ouest et n'a plus regardé en arrière. Le dieu de la guerre abandonnait ses derniers fidèles. La nuit du 18 au 19 octobre est dantesque. Leipzig brûle. Les rues sont encombrées de blessés, de fuyards, de soldats qui tentent de maintenir un semblant d'ordre. Un chirurgien militaire, le docteur Larrey, décrit « J'opérais à la lueur des incendies. Les cris des blessés se mêlaient au fracas des maisons qui s'effondraient. C'était une vision de l'enfer de Dante. Dans cet apocalypse, des actes d'héroïsme illuminent les ténèbres. Le sergent Bourgogne raconte « J'ai vu un grenadier porter sur son dos 3 camarades blessés jusqu'au pont. Quand on lui a dit de les abandonner pour sauver sa peau, il a répondu « Un grenadier de la garde n'abandonne personne. » Pendant ce temps, dans le camp des coalisés, l'ambiance n'est pas à la joie. Le prince de Schwarzenberg écrit à l'empereur François « Nous avons vaincu, Majesté, mais à quel prix ? 54 000 des nôtres jonchent le champ de bataille. Cette victoire a un goût de cendre. » Le tsar Alexandre, observant Leipzig en flammes depuis une colline, confie à son aide de camp « Nous avons détruit l'aigle, mais nous avons aussi détruit l'Europe. Qui reconstruira ce que nous avons brisé aujourd'hui ?»
Le 19 octobre 1813, à l'aube, commence l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire militaire française. 60 000 soldats tentent de franchir un seul pont, celui de Lindenau, large de 8 mètres seulement. Le caporal Jean-Baptiste Mercier, du Génie, survivant du désastre, nous a laissé un témoignage glaçant. C'était un fleuve humain qui se pressait vers ce pont. Blessés, valides, cavaliers, fantassins, canons, tout se mélangeait dans un chaos indescriptible. Les plus forts écrasaient les plus faibles. J'ai vu des hommes piétinés à mort par leurs propres camarades. L'arrière-garde de Macdonald et Poniatowski tient toujours Leipzig, gagnant chaque minute au prix du sang. Macdonald écrit dans ses mémoires « Mes hommes savaient qu'ils étaient en condamnés. Pas un n'a déserté. Ils se battaient maison par maison, rue par rue. Quand ils n'avaient plus de munitions, ils chargeaient à la baïonnette. Quand les baïonnettes se brisaient, ils se battaient à main nue. Napoléon, déjà de l'autre côté du pont, observe la retraite avec Berthier. Un aide de camp rapporte ces paroles. « Chaque homme qui tombe est un morceau de l'Empire qui meurt. » Regardez bien Berthier, regardez comment meurent les empires. Cette phrase, dans sa froideur apparente, cache une douleur que seuls ses plus proches perçoivent. Caulaincourt note « L'empereur avait vieilli de 10 ans en 3 jours. À 13 heures précises, survient la catastrophe qui transforme la retraite en massacre. Le pont de Lindenau, miné depuis la veille pour empêcher la poursuite ennemie, explose prématurément. Un caporal du Génie, ivre ou paniqué, les témoignages divergent, met le feu aux charges alors que 26 000 Français sont encore de l'autre côté. Le lieutenant Pierre Labaume, témoin direct, décrit l'horreur. L'explosion fut si violente que des hommes furent projetés à 50 mètres. Quand la fumée se dissipa, là où se trouvait notre salut, il n'y avait plus qu'un trou béant. De l'autre côté, nos frères nous regardaient. Je n'oublierai jamais leur visage. Ce n'était pas de la peur, c'était pire. C'était la compréhension qu'ils étaient abandonnés. Le prince Poniatowski, ce héros polonais fait maréchal 3 jours plus tôt, refuse de se rendre. Blessé 2 fois, il éperonne son cheval et se jette dans l'Elster pour tenter de traverser à la nage. Un officier autrichien, le baron von Muffling, témoin de la scène, écrit « Nous avons vu ce brave disparaître dans les eaux noires. Son cheval a réussi à atteindre notre rive, mais le cavalier avait disparu. Un de mes hommes a repêché son corps 3 heures plus tard. Dans sa main crispée, il tenait encore son bâton de maréchal. Macdonald, plus chanceux ou plus endurant, réussit à traverser à la nage malgré ses 50 ans. Il arrive sur l'autre rive, bleui de froid, à Nefsheim, demi-mort. Quand on lui annonce que Poniatowski s'est noyé, il éclate en sanglots. Le plus brave d'entre nous est mort. La Pologne a perdu son dernier espoir. Sur la rive est, c'est l'apocalypse. Les soldats français se jettent par milliers dans l'Elster glacé. La plupart ne savent pas nager. Le sergent François écrit « L'eau était noire de monde. Des hommes s'accrochaient les uns aux autres et coulaient ensemble. J'ai vu un père tenir son fils de 16 ans, tambour au 4e léger, au-dessus de l'eau jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent. Ils ont disparu ensemble. Les Prussiens et les Russes, arrivés sur les berges, ont des réactions diverses. Certains tirent sur les fuyards, d'autres, pris de pitié, jettent des cordes. Un officier prussien, le capitaine von Clausewitz, futur théoricien militaire, note « Ce n'était plus de la guerre, c'était un massacre. J'ai ordonné à mes hommes de cesser le feu. Tuer des hommes, qui se noient, n'est pas une victoire, c'est un déshonneur. » Parmi les prisonniers, le général Lauriston tente de négocier une reddition honorable pour les survivants. Le maréchal russe, Barclay de Tolly, lui répond « Général, vous vous êtes battu comme des lions. Vous vous rendez avec honneur. » Mais cette magnanimité cache mal l'ampleur du désastre. 30 000 Français tués ou noyés. 36 000 prisonniers, 325 canons perdus, 40 drapeaux capturés. Un détail poignant émerge des archives saxonnes découvertes en 1923. Un soldat français prisonnier, interrogé sur l'identité de son régiment, répond « le 45e de ligne, ce qu'il en reste. Nous étions 3000 au début de la campagne, nous sommes 47. » L'officier saxon note « L'homme a dit cela sans émotion, comme si tous ses sentiments étaient dans ses morts à Leipzig. » Napoléon, sur la route de Mayence, dicte à Caulaincourt un bulletin pour Paris. Le texte original, conservé aux archives nationales, est raturé, réécrit, raturé encore. La version finale dira simplement « L'armée a livré une grande bataille à Leipzig. L'empereur se porte bien. » Caulaincourt note « Jamais mensonge n'a été plus nécessaire et plus douloureux à écrire. » Le soir du 19 octobre, dans une auberge d'Erfurt, Napoléon dîne seul. Son valet Constant rapporte « Sa Majesté n'a pas touché à son assiette. Il regardait par la fenêtre la pluie qui tombait. Soudain, il m'a demandé « Constant, combien d'hommes ai-je mené en Russie ?» J'ai répondu «
600 000, sire. Il a murmuré. Et combien m'en reste-t-il? Je n'ai pas osé répondre. Cette nuit-là, dans son sommeil agité, Hudson Lowe rapportera des années plus tard que Napoléon criait « Le pont, sauvez le pont !» Même à Sainte-Hélène, Leipzig le entrait encore. Sur la route de Mayence, le convoi impérial traverse une Allemagne qui observe en silence. Plus de cris de « Vive l'empereur », plus de fleurs jetées des fenêtres, juste des regards. Le baron Fin, secrétaire de Napoléon, décrit cette traversée. Les paysans allemands nous regardèrent passer comme on regarde un cortège funèbre. Pas de haine, pas de joie, une sorte de stupeur respectueuse devant la chute d'un titan. Une femme âgée s'est signée en voyant passer l'empereur. Son fils venait de mourir à Leipzig dans l'armée saxonne. Dans sa berline, Napoléon dicte à Caulaincourt des réflexions qui ne seront publiées qu'en 1890, bien après la chute du Second Empire. Ces notes révèlent un homme confronté à l'effondrement de tout ce qu'il a construit. J'ai perdu une bataille, mais ce n'est pas Leipzig qui m'a vaincu. C'est l'Europe entière coalisée contre un seul homme. Un homme contre un continent. L'histoire jugera qui fut le plus grand. Celui qui a tenu si longtemps seul, ou ceux qui ont eu besoin d'être si nombreux pour abattre un seul adversaire. Mais derrière cette façade d'orgueil, les témoins proches perçoivent la fissure. Le général Gourgaud rapporte une conversation saisissante. L'empereur m'a demandé « Gourgaud, si vous aviez été à ma place, auriez-vous sacrifié l'arrière-garde » J'ai répondu « Sire, je ne suis pas votre majesté. » Il a insisté « Répondez comme un homme, pas comme un courtisan. » J'ai dit « Non, sire, j'aurais négocié. » Il a souri tristement « Voilà pourquoi vous n'êtes pas empereur et pourquoi je ne le serai bientôt plus. » Les conséquences de Leipzig se propagent comme une onde de choc à travers l'Europe. En 48 heures, la Bavière, le Wurtemberg et Baden abandonnent l'alliance française. Jérôme Bonaparte doit fuir son royaume de Westphalie. La Confédération du Rhin, création de Napoléon, s'effondre comme un château de cartes. Le comte de Metternich écrit à l'empereur François « Leipzig n'est pas une victoire militaire, c'est la fin d'un monde. L'Europe que nous avons connue n'existe plus. » À Paris, Marie-Louise reçoit les premières nouvelles le 24 octobre. Sa lettre à son père, l'empereur d'Autriche, révèle le drame intime derrière le drame politique. « Mon père, mon époux, revient vaincu. Il a perdu son armée, ses alliés, peut-être son trône, mais ce qui me brise le cœur, c'est qu'il a aussi perdu ce qui le définissait, sa certitude d'être invincible. Préparez un refuge pour votre fille et votre petit-fils. » L'Empire français vit ses derniers mois. Les maréchaux qui ont survécu à Leipzig commencent à murmurer. Marmont, qui trahira l'année suivante, il écrit prophétiquement à sa femme « Leipzig n'est pas une défaite, c'est une condamnation. L'empereur nous a menés trop loin, trop longtemps. La France est épuisée. Si Napoléon ne comprend pas que tout est fini, nous devrons le lui faire comprendre. » Un document extraordinaire découvert dans les archives russes en 1991 éclaire l'autre côté du miroir. Le tsar Alexandre écrit dans son journal personnel « J'ai vu Bonaparte fuir Leipzig. L'homme qui avait incendié Moscou fuyait comme un voleur dans la nuit. J'ai ressenti non pas de la joie, mais une étrange mélancolie. Nous venons de détruire le dernier des conquérants. Après Alexandre, après César, après Charlemagne, il y a eu Napoléon. Après Napoléon, il n'y aura plus que des comptables et des marchands. Les dieux ne fouleront plus la terre. » Le témoignage le plus poignant vient peut-être d'un anonyme, un simple grenadier qui a survécu à la noyade dans l'Elster. Dans une lettre à sa sœur conservée au musée de l'armée, il écrit « J'ai tout perdu à Leipzig. Mes camarades, mon drapeau, ma fierté. Mais sais-tu ce qui me fait le plus mal? C'est d'avoir vu l'empereur nous abandonner. Oh, il avait ses raisons, j'en suis sûr. Mais nous qui aurions donné notre vie pour lui, nous avons découvert qu'il ne donnerait pas la sienne pour nous. Ce jour-là, l'Empire est vraiment mort. » Dans l'intimité de sa chambre à Mayence, Napoléon a cette conversation avec son valet Constant, l'une des rares où il exprime un doute moral profond. « Constant, ai-je eu tort de ne pas négocier ?» Le fidèle serviteur répond « Sire, vous ne pouviez pas négocier. Un aigle ne négocie pas avec les corbeaux, même quand ils sont nombreux. » Napoléon réplique « Même si cela coûte la vie à ces aiglons, cette question restera sans réponse, suspendue dans l'air comme le fantôme de tous ceux qui sont morts à Leipzig. » 6 ans plus tard, à Sainte-Hélène, Napoléon dictera ses mémoires à Las Cases. Sa version de Leipzig sera magistrale, technique, dépourvue d'émotion. Leipzig, une bataille perdue, rien de plus. J'en ai gagné 60. Mais Hudson Lowe, son geôlier anglais, rapporte dans ses notes secrètes, l'empereur a prononcé le nom de Leipzig dans son sommeil cette nuit. Il criait en allemand « Zuviel, Zuviel,
trop nombreux, puis en français, non, pardonnez-moi mes braves. L'homme qui ne s'excusait jamais demandait pardon dans ses rêves. Leipzig nous enseigne une vérité universelle. Même les titans sont mortels, même les empires s'effondrent, même les certitudes les plus absolues peuvent se briser en un instant. Mais Leipzig nous révèle aussi autre chose. Dans cette défaite nancénocite, dans ce choix de combattre jusqu'au bout plutôt que de négocier, dans ce sacrifice de 30 000 hommes pour en sauver 60 000, se cache peut-être la grandeur ultime de Napoléon, car il aurait pu négocier. Il aurait pu sauver son trône, préserver une partie de ses conquêtes, vieillir en empereur respecté. Il a choisi le tout ou rien. Il a choisi de rester Napoléon jusqu'au bout, quitte à tout perdre. Cette intransigeance l'a détruit, mais elle l'a aussi immortalisé. L'historien allemand Leopold von Ranke écrivait en 1840 « À Leipzig, ce n'est pas seulement Napoléon qui est mort, c'est une certaine idée de l'histoire. L'ère où un homme seul pouvait redessiner le monde s'achevait. L'ère des nations commençait. Mais peut-être que le vrai héritage de Leipzig est d'être plus simple, plus humain. C'est l'histoire d'hommes ordinaires placés dans des circonstances extraordinaires, forcés de choisir entre l'honneur et la survie, entre la fidélité et la raison, entre l'obéissance et la conscience. Les 30 000 sacrifiés de l'arrière-garde, les Saxons qui ont retourné leurs armes, MacDonald qui traverse l'Elster à la nage, Poniatowski qui se noie avec son bâton de maréchal. Tous incarnent les dilemmes éternels de la condition humaine face à l'histoire. Leipzig, c'est finalement cela. Le moment où l'histoire, avec un grand H, rejoint les histoires avec un petit h. Le moment où le destin des empires se joue dans les choix individuels de soldats anonymes, de généraux dépassés, d'un empereur qui découvre qu'il n'est qu'un homme. Les hommes de génie sont des météores destinés à brûler pour éclairer leur siècle, dira Napoléon à Sainte-Hélène. À Leipzig, le météore a commencé sa chute finale, illuminant une dernière fois l'Europe de ses flammes mourantes. Cette lumière, terrible et magnifique, éclaire encore notre compréhension de ce que signifie gagner, perdre et surtout choisir sa façon de tomber. Car c'est peut-être là la vraie leçon de Leipzig. Parfois, la façon dont on perd en dit plus sur qui nous sommes que toutes nos victoires réunies.